Europe 1 Matin Week-end. 6h-9h, Alexis de la Fléchère. 8h12 sur Europe 1 et c'est l'heure de recevoir l'invité de cette matinale week-end. En ce dimanche 16 novembre, Alexis, vous recevez Pierre Vermeuren, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et historien. Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour cher monsieur. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, ça a été un grand moment de joie cette semaine, a été libéré, gracié par le régime algérien, remis aux autorités allemandes. Il devrait rejoindre la France très prochainement. On n'a pas encore la date. Peut-être, probablement dans ces prochains jours, peut-être demain. Pierre Vermeuren, est-ce que Alger, certains observateurs le disent, a pu par hasard peut-être demander aux autorités justement allemandes à ce que Boualem Sansal reste encore un petit peu à Berlin justement pour ne pas offrir un cadeau à la France trop rapidement? C'est possible parce que ils savent en plus que cet écrivain est très bavard entre guillemets, qu'il a beaucoup de choses à dire et donc elles n'ont pas envie certainement qu'il parle trop tôt. Mais bon, il ne faut pas non plus penser qu'Alger n'agit que en fonction de la situation en France. Vous savez, la situation interne à l'Algérie est bien plus importante. Parce que Boualem Sansal a déjà un petit peu pris la parole, et effectivement, mais certains s'interrogeaient, oui, sur le fait qu'il ne soit toujours pas à Paris à l'heure où on se parle. Alors, est-ce que on sait que, je le rappelle quand même, Boualem Sansal a un cancer de la prostate, il doit bien sûr recevoir des soins, mais oui, on s'interrogeait effectivement sur pourquoi Boualem Sansal n'est toujours pas à Paris aujourd'hui. Alors, faut savoir que traditionnellement, il vivait entre la France et l'Allemagne. D'accord. Même s'il rentrait de temps en temps chez lui en Algérie, notamment parce qu'il a ses filles en Europe centrale, notamment à Prague. Donc, je pense qu'il retrouve déjà sa famille, mais le temps de la France va venir. La fille de Boualem Sansal a pris la parole notamment. Elle a dit qu'Emmanuel Macron n'avait pas répondu à l'une de ses lettres. Elle a été finalement assez cash, assez dure avec la diplomatie française. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que la France a été à la hauteur dans cette affaire? Écoutez, je pense qu'on s'est un peu trompé parce que c'est vrai que les filles avaient adressé un courrier au président de la République, si je me rappelle bien, qui n'a pas eu de réponse. C'est assez étrange. Elles sont là pour le dire et en juger. Maintenant, on a pensé que la discrétion était la stratégie à adopter depuis le début, enfin en tout cas au niveau des autorités de la République. On voit que ça a été plus compliqué que prévu parce qu'encore une fois, on pense que l'Algérie agit pour nous, mais le message de l'enlèvement de Sansal, il était moins adressé à nous qu'aux Algériens eux-mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a peut-être des illusions françaises qui perdurent. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis les accords d'Évian, depuis 1962, l'Algérie ne semble pas vouloir tourner la page de la colonisation. Et pourtant, c'est un pays riche, l'Algérie. Il y a du pétrole, il y a du gaz. On a vu pourtant le président algérien se faire soigner en Allemagne pour son Covid-19. Pourquoi ce pays, malgré les richesses dont je parlais, n'arrive pas à passer ce cap du développement? Bon, d'abord, dans un pays de plus de 45 millions d'habitants, la ressource pétrolière, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. On voit les pays du Moyen-Orient qui passent aussi à la reconversion. En Algérie, c'est vrai que la rente est apparue comme la solution à tous les problèmes, et évidemment, ça ne peut pas l'être. Donc, il y a un défaut, bien sûr, de production en général, industrielle en particulier. Mais la question politique a pris le pas sur tout le reste. En fait, l'Algérie est dominée par un groupe social bien connu, mais qui donne trop de priorité aux politiques. La gestion politique, la gestion idéologique envahit tout, et ça s'est retourné en boomerang finalement contre les autorités algériennes, notamment au moment du Irak, quand la population en 2019-2020 a longuement montré son opposition et en tout cas son insatisfaction, et qu'elle s'est retournée contre le régime. Le régime a réussi à traiter cette crise, mais depuis il est obsédé par sa stabilité et par sa sécurité, et ce sont ces impératifs politiques et sécuritaires qui asphyxient l'espace aujourd'hui en Algérie. Et que représente la libération pour les écrivains, la libération de Boualem Sansal pour les écrivains, les intellectuels algériens, les journalistes qui sont sur place? Est-ce que c'est une affaire dont on parle, par exemple? Est-ce qu'elle peut faire progresser les choses? On a entendu Boualem Sansal qui était assez optimiste en disant que justement sa libération allait changer quelque chose. Est-ce que vous le pensez également?
Écoutez, ça c'est les Algériens qui ont la réponse. Ce qui est certain, c'est que le régime là a subi 2 coups qui ont, à mon avis, accéléré la libération. Le premier coup, ça a été le vote au Parlement français qui demandait la suspension de l'accord de 68, même si bien sûr il va pas entrer en vigueur, mais en tout cas dans la perspective d'une future présidentielle législative, la question est sur la table. Et le deuxième coup, c'est le 31 octobre, quand le Conseil de sécurité de l'ONU finalement s'est rallié à la solution marocaine sur le Sahara. Je pense que le régime s'est senti encerclé et menacé, et du coup s'est dit que c'était pas la peine de rajouter encore la permanence de ce dossier Sensal. Mais d'autres personnes ont été arrêtées en Algérie, et les écrivains algériens, ils ont parfaitement, enfin en tout cas les intellectuels en général, les écrivains algériens ont parfaitement reçu le message. Il y a effectivement un grand danger aujourd'hui à s'opposer en Algérie au régime et à remettre à distance quoi que ce soit d'ailleurs dans le discours officiel. Vous parlez de cet accord de 1968. On a vu évidemment une progression, puisque c'était une niche parlementaire RN qui a été votée par les députés Renaissance, les Républicains également, donc qui veulent revenir sur ces accords de 68. Est-ce que c'est une bonne chose, justement? C'est toujours un peu le dilemme. Est-ce qu'il faut taper du poing sur la table avec l'Algérie, être extrêmement ferme, ou continuer à être justement dans une forme... ce que la gauche nous demande justement, d'être dans la repentance perpétuelle. C'est toujours la question. Que faut-il faire selon vous? Est-ce que justement il faut taper du poing sur la table? Écoutez, sans taper du poing sur la table, revenir au droit commun, ce n'est pas la chose la plus incroyable qu'on puisse faire. L'Algérie a bénéficié effectivement d'un traitement très particulier dans les années 60, à la suite de la décolonisation, qui s'était évidemment passée dans des conditions épouvantables. Mais bon, on est plus de 60 ans après. L'Algérie, comme vous l'avez dit, a des moyens. C'est un pays qui revendique matin, midi et soir son indépendance, et c'est bien normal. Donc le fait qu'on mette fin à des accords issus de la période coloniale, c'est pas quelque chose de scandaleux. Mais ce qui a outré finalement le régime algérien... Je précise aux auditeurs d'Europe 1, selon un rapport du député Charles Rodwell, ça coûte quand même 2 milliards d'euros par an à la France, les accords de 68 actuellement. Oui, ça vient d'être révélé très très récemment par un député macroniste. Ce qui a outré et fait peur au régime algérien, c'est que bon, il est très attaché à cet accord pour pouvoir assurer finalement une forme de liberté migratoire, même très encadrée, à une partie de sa population. Ce qui l'a stupéfait, c'est que le centre, effectivement la droite et le centre rallient en partie, soit par un vote direct, soit par leur abstention, cette proposition de loi du Rassemblement national, qui est perçue à Alger évidemment comme un ennemi historique, mais le fait que toute une autre partie des députés se rallient, c'est ça qui a été perçu comme un choc et qui oblige finalement Alger à revenir dans le jeu français pour essayer d'éviter le pire de son point de vue en 2027. Emmanuel Macron a quand même souvent tendu la main aux Algériens. Vous parliez du Sahara occidental et de la marocanité reconnue par le président Macron, mais avant tout cela, il y a eu des mains tendues à multiples reprises. On a l'impression que rien n'y fait jamais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on tend la main, et à la fin, on n'est pas récompensé. Oui, mais parce qu'il y a une forme de narcissisme chez les Français qui les pousse à croire, excusez-moi de me répéter, que l'Algérie agit en fonction de la France. L'Algérie agit en fonction de ses propres intérêts. Actuellement, le problème des autorités algériennes, ce n'est pas Paris, c'est d'une part la stabilité intérieure. Et c'est vrai qu'ils ont accusé les franco-algériens de France d'être à l'origine du complot du Irak, enfin ce qu'ils ont appelé un complot, mais ce qui était un soulèvement populaire en 2019. Et c'est ça leur obsession, c'est contrôler et savoir ce que, disons, passer cette population au crible pour être sûr qu'elle ne va pas alimenter la contestation en Algérie. Ce que fait l'Élysée, ce que font les Français en général, ça intéresse beaucoup moins Alger. D'ailleurs, aujourd'hui, les relations économiques entre la France et l'Algérie sont tombées au plus bas. Les ventes françaises en Algérie ont été pratiquement réduites à pas grand-chose. Et du coup, voilà, croire en France que l'Algérie agit selon notre volonté, nos intentions, malheureusement, on voit que ça ne fonctionne pas parce que leurs priorités sont ailleurs. Juste un mot sur la colonisation. Est-ce qu'il y a toujours autant d'amertume en Algérie sur cette colonisation qui, on a l'impression, maintenant ça date quand même un petit peu, s'il y a plus de 60 ans, et on a l'impression qu'il y a toujours cette rancœur, cette rancune, et que plus la guerre d'Algérie s'éloigne, plus il y a de la rancœur. Vous savez, 85 ou 90% des Algériens n'ont pas vécu cette période. Ça ne représente rien aujourd'hui pour la jeunesse. Par contre, pour le régime, c'est quelque chose de très important puisqu'il l'instrumentalise matin, midi et soir, notamment dans les programmes scolaires ou dans les médias. Il
il l'instrumentalise dans sa relation avec la France pour jouer sur la corde très sensible qui est bien connue des Français vis-à-vis de leur histoire. Mais au fond, en Algérie, là non plus, ça ne représente plus grand-chose puisque c'est très ancien et la population algérienne reste très jeune. Elle a bien d'autres priorités aujourd'hui que de s'occuper de l'histoire. C'est très clair. Merci pour votre analyse, Pierre Vermeuren. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Merci d'avoir été en direct ce matin dans Europe 1 Matin Week-end.